Et voilà, on est live. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau webinaire organisé par Carmen, accompagné aujourd'hui de Florent de Seed Legals. Bonjour Florent. Bonjour Gabriel, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir sur ce nouveau webinaire pour parler d'un sujet en plein dans l'actualité, surtout avec cette rentrée chargée pour tout le monde. On va parler de levée de fonds, on va parler d'equity, on va parler de non dilutif, on va parler stratégie, plein de sujets concrets et impactful avec cette rentrée dans un contexte macroéconomique assez compliqué. Et on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. En ce qui concerne un petit peu l'agenda, ce qu'on vous propose, c'est de présenter rapidement qui nous sommes, Florent et moi-même, les entreprises qu'on représente aussi, donc Carmen et Seed Legals, vous présenter les différentes solutions qu'on propose et ensuite aborder la thématique, on va dire, contestée de ce webinaire aujourd'hui, qui est comment se marient différentes solutions de financement dans un contexte macroéconomique compliqué. Quel est le rôle de la levée de fonds en equity et comment Seed Legals propose des solutions qui viennent soutenir ces besoins. Quel est le rôle du non dilutif et comment Carmen vient aussi soutenir ses besoins. Et donc, on a des cas de figure assez concrets à vous présenter, des structures, et on rentrera dans le détail de tout ça. Voilà, bien sûr, un webinaire qu'on essaye de rendre le plus interactif possible. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le webinaire et on fera de notre mieux pour y répondre de manière concise et rapide. C'est pas mal ça, Florent, non ? Moi je suis partant là. Là je suis ready sur les starting blocks pour échanger. En plus c'est un sujet quand même effectivement très tendance, sur cette complémentarité entre les solutions qu'on propose, comme tu as dit, hein, equity, donc dilutif, non dilutif. Je pense que c'est pour ça qu'on va avoir plein de questions, j'avais pas de doute. C'est parti. Si vous voulez, on va commencer par présenter Carmen rapidement. Moi, pour me présenter, je suis un des 3 cofondateurs et le CEO. Carmen a été lancée il y a à peu près 1 an et demi en France. On est une solution, donc ce qu'on appelle de revenue-based financing, que vous avez peut-être du coup vu dans les différentes communications. Et on propose très concrètement un accompagnement financier aux startups et aux entreprises du digital pour leur permettre de mieux financer leur croissance. On peut mettre les slides? Elles sont dessus? Voilà. Et la suivante aussi. La jeunesse de Carmen, pour vous donner tout le contexte, elle est partie de 2 constats. C'est que le premier, un fondateur ne devrait pas avoir à diluer son capital et céder des parts de son entreprise pour se financer. C'est quelque chose qui est assez courant et historique aujourd'hui dans le contexte de la tech et de l'innovation, où la levée de fonds a longtemps été le seul moyen de financer une innovation et de la croissance. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, la technologie a énormément évolué dans tous les secteurs, mais que le financement pour l'innovation et les entrepreneurs est resté assez archaïque et les solutions proposées jusqu'à présent avaient assez peu évolué. On n'avait que 2 solutions historiques, le crédit bancaire et la levée de fonds, qui sont 2 solutions aujourd'hui assez peu adaptées à votre typologie d'entreprise. Le crédit bancaire, d'un côté, il est malheureusement assez inaccessible parce que les entreprises digitales ont peu d'actifs, elles sont jeunes, elles n'ont pas forcément de bilan, elles ont peu d'historique et les banquiers restent, on va dire, assez frileux de prêter de l'argent. Et la levée de fonds, bien qu'elle permet de mobiliser beaucoup de capitaux, et on en parlera avec Florent tout à l'heure, elle est assez chronophage, elle est assez compliquée, elle est chère parce qu'elle est dilutive et c'est pas forcément un tour de passe aussi facile. Alors, il y a des solutions comme Seed Legals qui la facilitent et on pourra en parler, mais ça reste quelque chose d'assez compliqué. La solution de Carmen, elle permet de financer de manière 100% non dilutive les entrepreneurs du digital. Donc nous, on vient financer des startups, des scale-up, des TPE, PME dans le digital, qu'elles soient sur un modèle SaaS par abonnement ou un modèle de commercialisation plus typique avec de la facturation récurrente, pour les aider à se développer, à croître et à financer leurs projets. Les projets, ils sont nombreux. Ça peut être un besoin de trésorerie, par exemple, pour financer un BFR, par exemple, pour financer des stocks, pour financer du marketing, pour financer des recrutements. Faire en sorte de pouvoir lisser en fait les différents aléas de son BFR qui retiennent et qui freinent la croissance avec un plafond de verre assez limité. Ça permet aussi d'anticiper une levée de fonds et de du coup débloquer une bouchée d'oxygène, une bouchée d'air pour lever plus sereinement, pour avoir plus de position de force par rapport à ses investisseurs.
et elle permet aussi de recruter une force commerciale et saisir une opportunité de marché. Donc on est vraiment sur un use case qui est assez général, qui va permettre à un entrepreneur ou une entreprise de venir financer des projets héroïstes à court terme avec une dette du coup qui est facile et non dilutive. Donc aujourd'hui, le crédit bancaire, les levées de fonds sont peu accessibles. Il y a une troisième solution, Carmen, à travers le RBF qui devient disponible. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante pour les entrepreneurs du digital? Pour plusieurs raisons. Elle est rapide. Donc aujourd'hui, une levée de fonds, un crédit bancaire, c'est malheureusement long à obtenir parce que vous dépendez de tiers. Carmen, grâce à son analyse qui est data-driven, peut financer ses clients en moins de 48 heures et donc elle permet de mobiliser des capitaux de manière extrêmement rapide pour financer des projets ponctuels. Si vous prenez par exemple l'achat de stocks qui peuvent intervenir à des moments assez volatiles, assez saisonniers, une solution comme celle-ci permet de se mobiliser assez rapidement là-dessus. Le point le plus important, c'est que l'analyse qu'on fait à travers Carmen pour vous financer, elle est 100% data-driven. Donc, on vient, nous, regarder des critères qui sont entièrement objectifs sur votre performance financière. Et donc, du coup, c'est un type d'analyse qui est très différent que ce que va faire un investisseur en equity, un BA, un VC, etc., qui va se baser sur du fit humain, de la vision, un parcours d'un fondateur ou qu'importe. Nous, on se base uniquement sur de la donnée. On veut comprendre comment évolue votre business en se basant sur cette analyse data-driven. Et donc, du coup, c'est un exercice, et on va dire, de mobilisation de capital qui est très, très différente et qui permet de uniquement se baser sur de la donnée concrète et pas sur de la vision, du pitch, du marketing, etc. Les deux autres grosses différenciations, c'est que le financement, il est forcément 100% non dilutif et qu'on ne prend aucune garantie, ce qui n'est pas le cas des banques. Donc, une solution qui est flexible, qui est dynamique, qui répond à un besoin concret de l'entrepreneur. Et pour vous en dire plus sur les secteurs qu'on accompagne, donc c'est plein de types d'entreprises, que ça soit dans le digital, du SaaS, de l'e-commerce, des marketplaces, des plateformes, des applications mobiles, des modèles consumer. Donc vraiment tout type en fait d'entreprise dans le digital qui aujourd'hui est assez mal accompagné par un banquier. Le constat, Carmen, il est assez fulgurant. On a 1 an d'activité commerciale aujourd'hui et c'est que aujourd'hui, sur nos clients, on constate une progression de la croissance du chiffre d'affaires de plus de 27% suite à un financement Carmen. Donc en fait, on permet de débloquer des capitaux, on permet de débloquer des ressources qui vous permettent d'accélérer de manière saine, de manière intelligente, en investissant dans des projets qui ont des ROI assez rapides, assez quantifiés, que ça soit du marketing, du recrutement, du BFR, de l'achat de stock, peu importe. On vous permet d'accélérer avec une dette qui est facile à obtenir et qui est saine. Et ceci, du coup, vous permet d'aller encore plus vite. La proposition de valeur de Carmen, elle est assez claire. Donc, c'est sa rapidité qui permet de financer rapidement. Les montants disponibles sont conséquents. Ils sont indexés à votre chiffre d'affaires. Donc, le plus vous développez votre activité, le plus vous pouvez débloquer des lignes de financement supplémentaires chez Carmen. Et forcément, l'avantage de la non-dilution est clé dans un contexte où les cofondateurs lèvent plusieurs fois de l'argent quand ils lèvent de l'argent en faisant des séries A, des séries B. Et en fin de compte, à la fin du marathon, ils sont très dilués, il leur reste peu beaucoup d'ownership de leur entreprise. Ils risquent de perdre le contrôle et du coup, on privilégie, nous, les solutions qui sont non dilutives pour venir optimiser cet ownership et ce contrôle de la boîte. La dernière grande différenciation, c'est que la solution, elle est flexible, elle est récurrente. Donc, on peut l'utiliser plusieurs fois pour venir financer des besoins ponctuels. En janvier, pour un financement X, et le mois suivant et les mois suivants pour des financements récurrents pour financer des projets différents. Et c'est là où ça se différencie beaucoup, par exemple, d'un crédit bancaire ou d'une levée de fonds qui généralement intervient à un moment assez stratégique. C'est réfléchi à l'avance. Vous allez mobiliser des capitaux pour 12 à 24 mois de runway. Et du coup, c'est un exercice qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus stratégique, alors que le non-dilutif vient se compléter de manière beaucoup plus ponctuelle pour répondre à un besoin d'accélération tangible et concret. Comment ça marche? On a du coup réinventé le process de financement pour pouvoir prêter de l'argent en moins de 48 heures. Et donc, on se base 100% sur des outils qu'on a développés en interne et sur vos outils. Donc, Carmen va venir se connecter par API à vos outils de facturation, vos outils bancaires, vos outils comptables, afin de récupérer la donnée dont nous, on a besoin pour faire tourner nos algorithmes. Vous allez pouvoir, vous, de votre côté, du coup, interpréter ces données, comprendre votre score et devenir éligible ou non à une offre de financement. Tout le monde, malheureusement, n'est pas éligible. Et selon la performance de votre business, vous allez recevoir du coup une offre de financement avec une maturité des remboursements, un montant disponible et un échéancier correspondant. Et en moins de 48 heures, derrière, vous recevez vos fonds sur vos comptes en banque sous la forme d'un virement
On se met d'accord en bonne intelligence avec vous sur la manière dont vous souhaitez rembourser. On a des remboursements qui sont fixes et linéaires et des remboursements qui sont variables, qui sont indexés au chiffre d'affaires, donc qui sont assez flexibles et assez séduisants pour des business qui sont plus volatiles, comme par exemple des e-commerçants. Et on répète l'opération au fur et à mesure que l'entreprise croît. Le plus l'entreprise croît, le plus les lignes de financement qu'on met à disposition, elles aussi, augmentent. Et du coup, c'est un cercle super vertueux pour venir accélérer la croissance de l'entreprise. Voilà pour la petite présentation de Carmen. Pour vous en dire un peu plus sur nous, on a fait une levée de fonds de 22 millions d'euros en janvier 2022. On a aujourd'hui une 50aine de clients. On est une équipe de plus de 20 personnes basée à Paris, chez la Banque Postale. Vous pouvez voir ici Plateforme 58. Je leur fais un petit peu de promo. Et on travaille avec toute entreprise du digital, donc SaaS, e-commerce, marketplace, plateforme, qui ont des besoins d'accélération pour venir financer leurs projets. Voilà pour nous. Je t'ai fait une passe D, Florent. Bah, merci en tout cas pour l'invitation. Je vous rassure, moi je vais être beaucoup plus bref sur la présentation de Steel Legals. Donc nous, au Steel Legals, effectivement, comme tu l'as présenté aussi, Gabriel, donc on est sur la partie dilutive, ce qui est un point aussi à mettre en complémentarité par rapport au fonctionnement de financement et moyens de financement que tu proposes avec Carmen. Et c'est intéressant justement d'échanger là-dessus. Quelles sont les complémentarités? Parce que c'est pas forcément quelque chose d'alternatif et un choix à se dire on va partir que sur du non dilutif. Le dilutif, oula, c'est mal et il faut pas le faire, faut surtout l'éviter parce que quand on n'a pas de revenus, faire du revenu-based financing, bah, on peut pas. Et donc là, c'est effectivement le moment où nous, on intervient souvent au début, mais on va y revenir un petit peu après. D'abord, pour présenter Legals très rapidement. Donc, nous, on est une plateforme SaaS, effectivement, en termes de modèle économique, qui a été créée en 2016 au Royaume-Uni par deux cofondateurs qui en avaient un peu assez de répliquer effectivement la partie chronophage dont tu parlais sur l'aspect levée de fonds, où c'est un peu complexe, juridique, il y a beaucoup de documentation à faire. C'est là où Legals intervient pour, simplifier toute la partie gestion de votre actionnariat, l'étape de capitalisation. Deux, pour vous aider à générer tous vos documents, les paramétrer en amont et les partager et les signer avec vos investisseurs, donc que ce soit sous forme de BSAR ou ce soit sous forme d'augmentation de capital. Et le troisième et dernier point aussi très intéressant sur la partie dilutive, mais là qui ne concerne pas tant le financement, qui est plus sur comment attirer des talents, comment les fidéliser, et ben, c'est avec toute la partie actionnariat salarié, ce qu'on permet également de faire en générant la documentation. Donc nous, on est une legal tech un peu à cheval entre de la fintech, parce qu'on aide et on accompagne des entrepreneurs, que ce soit des sociétés en pré-seed, seed, sur leur levée de fonds, leur partage du capital, comme vous l'avez compris. On a accompagné 35 000 startups depuis notre lancement en 2016. En France, on a lancé en 2020, après avoir fait une levée de fonds d'environ 3 millions de pounds. C'était avec Index Ventures, il y avait Kima Ventures et d'autres fonds d'investissement comme Seedcamp et autres, et c'était en vue de l'internationalisation, et on a commencé par la France. Donc on est plus de 130 salariés dans la boîte au global. En France, on est une équipe d'une dizaine de personnes. Moi, je suis avocat de formation et j'ai créé une boîte après avoir rejoint, avant d'avoir rejoint Legals pour lancer le marché français. Je suis country manager et l'équipe, on est une dizaine. On a accompagné plus de 300 boîtes en France, comme je vous disais, soit du financement early stage qui va de 50 000 euros en friends and family jusqu'à 2 millions d'euros avec un beau site, quoi. Et pareil pour toute la partie actionnaire salarié, aider à mettre en place les politiques de plan de BSPCE et autres. Mais bon, ça, on pourra en discuter à l'occasion si vous le souhaitez, que ce soit avec moi ou l'équipe après ce webinaire. Et aussi, dernier petit point, on a ouvert Hong Kong et Singapour il y a quelques mois sur la partie internationalisation. Et voilà, en tout cas pour notre partie chez Seed Legals, et on est très content en tout cas de pouvoir échanger sur cette thématique qui est effectivement, est-ce que tu jongles ou est-ce que tu confrontes equity ou non dilutif, donc pas forcément un financement avec de l'equity, du capital? Et ben, je te laisse reprendre la balle, Gabriel, pour lancer un peu les discussions. Non, mais c'est tout à fait ça. Je pense que tu as mis le doigt dessus. C'est aujourd'hui, en fait, ce terme jongler, il est clé. On rentre dans un schéma de financement où il y a différentes alternatives pour venir financer un projet dans l'innovation et financer cette croissance. La levée de fonds a longtemps été, on va dire, le produit phare et elle reste toujours à ce le produit phare. Mais maintenant, il y a différentes solutions qui permettent de les faire plus facilement, à votre image avec Seed Legals, et d'autres solutions qui permettent de les compléter de manière intelligente avec des solutions comme nous en dilutif. Donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de parler du use case un peu BSA, qui je pense est un peu aussi votre produit un peu phare, si je ne me trompe pas.
Et peut-être si tu arrives à présenter ça rapidement, on pourra vraiment expliquer Ouais, avec comment plaisir. le RBF se situe par rapport à ça, en amont ou après. Ouais, carrément. Et effectivement, le BSA, donc c'est le BSAR, qui est le bon de souscription d'action par accord d'investissement rapide. Voilà, un long nom pour en fait reprendre la mécanique qui est celle qui a été en fait inventée aux États-Unis avec le SAFE, c'est le Simple Agreement for Future Equity. Et effectivement, nous on en fait énormément sur Seed Legals, mais pas que. Mais pourquoi c'est beaucoup utilisé ce système de BSAR? Donc déjà, on est sur quelque chose qui est dilutif. Donc, dans les familles qui ont été bien décrites par Gabriel, par toi, c'est de se dire, OK, quelles sont les solutions de financement qui sont à disposition pour moi, entrepreneur, qui vais lancer mon projet, qui, là, estime un besoin de financement. Donc, peut-être même revenir sur, déjà, vous, dans le cadre de votre projet, du lancement de ce projet, vous allez avoir un besoin de financement à un moment donné. Donc, à ce moment, mettons que vous venez de lancer, vous êtes 3 entrepreneurs, 3 cofondateurs et cofondatrices, et ça fait 1 an que vous bossez sur le projet. Maintenant, vous avez estimé voilà, qu'il vous faut un peu de ressources d'un point de vue financier, et vous avez estimé votre besoin de financement, disons, à 500 000 euros. Sur les 500 000 euros, là, vous allez tout de suite vous dire, est-ce que c'est que de l'equity ou est-ce que je peux ventiler ça? Et là, il faut déjà vous dire, ventilez-le, effectivement, avec des solutions qui peuvent être celles comme Carmen, en complétant sur la partie non dilutive, soit du prêt avec de la BPI, soit de la subvention, et une partie equity. Et donc là, on vient sur la complémentarité. Donc ça, c'est le premier point. Et donc sur la partie dilutive, il existe généralement 2 façons pour lever des fonds. Il y a une augmentation de capital classique, où les investisseurs vont rentrer dans le capital en contrepartie de l'investissement qu'ils vont mettre dans la boîte et avoir en contrepartie des actions. Ça, méthode très simple et traditionnelle. Bon, il faut effectivement fixer une valorisation, raison pour laquelle des fois ça peut poser des questions de fixer une valorisation tout de suite. Oui, mais j'ai pas vraiment de revenus, sur quelle base? Ça pose des questions. Et aussi, vous vous dites, et c'est le point dont tu parlais, Gabriel, mais oui, je vais être dilué. Et je vais être dilué, donc maintenant, tout de suite, s'il rentre au capital, je vais essayer peut-être de garder une partie du capital et éviter une dilution tout de suite où les investisseurs en question vont prendre 20 à 30%, alors qu'ils vont mettre peut-être 300 000 euros. Ça fait beaucoup, peut-être 20% pour 300 000 euros tout de suite. Et effectivement, surtout si on prévoit dans son business plan de relever des fonds plus tard, où il faut anticiper cette dilution, parce que ça revient à l'autre point dont tu parlais, qui est une perte de contrôle éventuelle dans le futur. Et donc, c'est toutes ces questions-là à se poser. Raison pour laquelle, peut-être pour éviter aussi une dilution trop importante au début et fixer une valorisation qui est sur une base assez irrationnelle, plutôt sur une base de projection de revenus sur vous, l'équipe, c'est là où le BSR peut être intéressant, parce que le BSR, en fait, il est dilutif. C'est juste, les investisseurs, eux, vont financer tout de suite votre projet. Et ils vont mettre les fonds à disposition de la société maintenant, mais ils rentreront au capital lors d'un prochain événement. Et le prochain événement, il y en a 2, c'est soit, et c'est alternatif, soit un prochain tour de financement, où là, vous levez des fonds d'une manière peut-être un peu plus importante, soit vous arrivez à une date qui est la date butoir, date à laquelle les BSR, donc ces investisseurs, rentreront quand même au capital et il y aura là du coup un effet dilutif. Donc l'effet dilutif, il est différé dans le BSAR, contrairement à l'augmentation de capital. Il est aussi de manière administrative plus simple et plus flexible parce que c'est du pur contractuel. Donc, il n'y a pas de compte d'augmentation de capital à ouvrir sur lequel verser les fonds pour les investisseurs. Ils peuvent le verser directement sur le compte de la société. Il n'y a pas non plus de formalité d'augmentation de capital parce qu'elle est du coup aussi repoussée au moment où rentreront les investisseurs en BSAR quand ils convertiront leur R en action. Donc, soit le prochain tour de financement, soit à l'arrivée de la date butoir, comme je l'ai dit. Et dernier point aussi, c'est la rapidité effectivement de mise en place. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas discuter ni de la fixation de la valorisation, on va discuter de l'encadrement parce qu'elle est encadrée, la valorisation dans le BSR, mais elle n'est pas fixée. Mais surtout, on ne va pas discuter non plus de tous les aspects gouvernance et de ce qu'on retrouve dans un pacte d'associés, ce qui prend généralement beaucoup de temps. Donc voilà un peu ce qu'est un BSR, mais il rentre dans cette famille effectivement du financement en equity, donc en dilutif, et il est souvent utilisé par les startups early stage, assez jeunes, notamment parce qu'il y a une rapidité en fait, d'exécution, et ça revient aussi au point central de notre discussion, c'est-à-dire que quand tu lances ton projet,
et que tu n'as pas encore de revenus, que tu es pré-revenu, limite tu es pré-product, tu as construit ton MVP, mais tu as quand même besoin d'un peu de financement pour aller chercher peut-être tes premiers sales et tout, même si toi, en tant que CEO et derrière, avec tes cofondateurs, c'est toi à aller faire le premier sales, mais tu as besoin, tu vois, d'un peu de cash. Et donc là, c'est où tu pourras aller voir des premiers investisseurs, généralement des business angels ou alors du friends and family, tout dépend de ton entourage et de ton network, qui pourront, eux, financer ton projet. Et donc là, se pose la question, est-ce que tu le fais sous forme de BSR ou sous forme d'augmentation de capital? Ça revient aux questions à mettre un peu en balance selon les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre solution, comme je viens de le décrire. Et après, une fois que vous avez lancé ça, vous commencez à avoir du revenu selon le modèle. Il y a souvent en fait un effet de levier. C'est un effet de levier sur le financement que vous avez avec ces investisseurs privés qui rentrent au capital, soit en BSR, soit en augmentation de capital, et pour aller chercher de la dette. Et aller chercher de la dette, là, est-ce que vous allez chercher de la dette avec BPI, avec votre banque? Il y a Carmen aussi qui peut proposer cette partie. Et on voit, je pense, ces cas arriver. Et c'est là où, tu me diras ce que tu en penses, ce que je viens de décrire, là, Gabriel, un peu, en fait, une sorte de flambeau. On se passe le flambeau entre ce qui peut être de l'equity au début et qui est nécessaire quand même pour amorcer quand même les fonds dont vous avez besoin, pour ensuite trouver des solutions relais de rémunération et de financement qui, elles, ne seront peut-être pas dilutives, mais complètent la partie financement et votre besoin avec du non dilutif. Non, c'est exactement ça. Et je pense que tu as mis le doigt dessus en parlant de la vie de l'entreprise avant qu'elle génère des revenus, on va dire, quantifiables et assez conséquents. Et la vie de l'entreprise après, une fois qu'elle a prouvé qu'elle a un marché, une fois qu'elle a prouvé qu'elle a une exécution, qui sont en fait deux stades de vie assez différents. Ce qui est sûr, c'est que dans la mesure où vous décidez de lever des fonds au début de l'aventure, que ce soit en price round ou en BSA, comme l'a dit Florent, la chose la plus intelligente à faire derrière, c'est de maximiser au maximum l'effet de levier que vous pouvez générer sur cet equity avec des solutions non dilutives. Ça vous permet en fait de faire plus avec moins ou le même montant. Et c'est un effet de levier qui est énorme parce que du coup, pour la dilution correspondante que vous avez assumée lors du tour de financement, que ce soit en BSA, en différé ou en price round, derrière, vous allez mobiliser un multiple de ça en complétant avec du non dilutif. Il y a bien évidemment plusieurs acteurs qui sont tous assez différents, qui proposent des accompagnements différents. La BPI, les banques à un certain degré, et après les solutions, on va dire tech-enabled comme Carmen. Nous, ce qu'on dit à tous nos clients et tous nos prospects, c'est que c'est pas l'un pour l'autre. Il ne faut pas choisir l'un et ensuite le garder pour toujours. C'est vraiment un exercice d'optimisation de sa stack de capital, donc de sa structure du capital, pour en fait venir financer des projets à long terme avec des sources de financement à long terme et venir financer des projets à court terme avec un ROI rapide, avec des solutions complémentaires. Donc votre equity, en fait, elle vient vraiment financer votre première équipe, votre go-to-market, votre lancement. La BPI et les banques, elles vont généralement vous prêter sur des échéanciers plus longs. Elles vont financer des projets plutôt dans la recherche, dans le développement éventuellement d'un outil ou d'une plateforme technologique ou d'un procédé. Et après, vous venez compléter avec des solutions plus ponctuelles, plus héroïstes comme Carmen, pour venir mettre le pied sur l'accélérateur parce que vous avez un plafond de verre qui vous empêche de croître rapidement. Ça peut être par exemple, dans beaucoup de cas de startup early stage, le recrutement de la première équipe commerciale. Parce qu'on n'a pas forcément le runway ou le burn pour pouvoir recruter un ou deux sales, mais que le produit prendrait rapidement. Ça peut être dans le cas d'un business plus classique, comme par exemple un commerce ou e-commerçant, l'achat de stock pour financer une grosse saison, mais qui malheureusement, le cash est lié dans le BFR positif, et du coup, l'entrepreneur ou l'équipe dirigeante le récupère plus tard. Donc, c'est vraiment en fait un exercice d'optimisation pour comprendre les sources de financement qui viennent financer des projets à long terme et qui sont adaptés à ses besoins, et les sources de financement qui viennent compléter sur des projets à court terme avec un ROI et un impact assez rapide. Dans le cas de Carmen, par exemple, vous savez que vous avez un coût d'acquisition, vous savez que vous avez une marge brute, et vous pouvez du coup extrapoler la valeur génératrice d'un euro investi en marketing par rapport à votre coût d'acquisition pour ensuite générer un multiple de ça en chiffre d'affaires. Vous savez que si vous achetez X kilos de raw materials et de production, vous pouvez générer X de chiffre derrière, et ça vous permet en fait de faire tourner la machine beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus scalable. Une chose que je voulais aussi compléter, c'est qu'on a parlé du dilutif et de la levée de fonds et du BSA, mais tout le monde aussi ne lève pas forcément des fonds. C'est quand même plus rare que les gens qui lèvent des fonds dans le contexte des dernières années où la levée de fonds est devenue assez courante. Mais on parle quand même d'un retournement du marché où la levée de fonds devient un peu plus compliquée. Elle devient, on va dire, un petit peu plus
lourde à faire dans un contexte où les taux d'intérêt remontent et l'inflation apporte beaucoup d'incertitudes. Et beaucoup d'entrepreneurs décident de bootstrapper. Et dans ce cas-là, bah, forcément, des solutions qui sont donc complémentaires à ça, comme Carmen, permettent de mobiliser en fait vos revenus comme source de levier pour générer de la trésorerie. Donc c'est là où on rentre dans le cycle en fait de l'entreprise post-revenu, où une fois qu'elle génère du revenu, ben, en fait, elle a trouvé des choses. Soit elle fait une deuxième levée de fonds. Dans ce cas-là, les BSA convertissent, comme le disait Florent. Soit il y a une série A qui vient derrière avec des investisseurs. Et elle peut aussi derrière mobiliser en fait la valeur tangible de ses revenus, qui en fait représente un actif. Quelque chose par exemple que l'entreprise prouve à tout le monde qu'elle a craqué un modèle, qu'elle a craqué une acquisition, qu'il y a de la demande. Et du coup, elle peut générer et leverager ses revenus pour obtenir une ligne de financement supplémentaire à travers le revenue-based financing. Et ça, c'est Donc, intéressant ce que tu dis. vas-y. Pardon, je te coupe, Gabriel, sur la partie effectivement en fait de choix entre tu décides de bootstrapper. Donc, pour bootstrapper, c'est vraiment en fait tu décides de pas lever des fonds auprès d'investisseurs privés. Justement, tu évites la partie dilutive et en te disant, bah, je vais moi en fait croître de manière organique et générer un maximum de revenus pour couvrir mes besoins de financement en interne et de manière indépendante. Ça, c'est top. C'est top parce que tu restes indépendant, tu n'as pas forcément de la pression d'investisseurs externes qui rentrent au capital et qui, forcément, eux aussi attendent un retour sur leur investissement et pourraient avoir des alignements d'intérêt en termes de stratégie, peu importe. C'est effectivement une question, tu vois, qui est souvent abordée et il y a des moments où il y avait un peu des débats, est-ce que il faut bootstrapper ou est-ce qu'il faut lever des fonds? Ben, il y a, comme tu viens de le dire, tu vois, est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que tu as besoin aussi de fonds au début pour pouvoir initier cette traction initiale ou est-ce que tu peux la générer par toi-même? Déjà, un premier point, c'est que ça dépend vraiment du modèle. Tu l'as aussi mentionné, c'est-à-dire que si vous faites de la R&D et vous avez besoin de financement et de capitaux pour construire votre produit et quel qu'il soit, que ce soit un produit tech ou que ce soit un produit, je ne sais pas, dans la santé et dont vous avez besoin, il y a un cycle qui est très long, c'est complètement différent par rapport à si vous créez, je ne sais pas, une boîte avec une sorte de marketplace assez facile à pouvoir construire, ne serait-ce que d'un point de vue MVP, donc un premier prototype. Et donc, générer vos premiers revenus. Donc déjà, par rapport à vous, vous dire est-ce que je fais le choix entre bootstrapping et je fais le choix de lever des fonds, ça va être relativement dicté par rapport au modèle et à la boîte que vous lancez. Deuxièmement, c'est même si vous vous lancez, vous vous dites, OK, moi, enfin, je veux bootstrapper, je veux uniquement générer des revenus et rester indépendant, c'est top. C'est top parce que vous avez cette flexibilité, cette liberté de l'indépendance. On le souhaiterait tous plus ou moins, je pense. Et donc là-dessus, c'est de se dire, est-ce que tu es en capacité de pouvoir aujourd'hui générer suffisamment de revenus par rapport au marché que tu adresses et par rapport aussi aux barrières à l'entrée de ce marché pour X ou Y raison. Et donc là, il y a entre le vouloir et se le permettre et en fait y arriver, pareil, peut-être que lever des fonds, ça vous aidera, peut-être pas, peut-être que vous arriverez justement à générer suffisamment de revenus pour couvrir un peu vos financements et avoir une croissance un peu plus linéaire ou qui vous permettra de pouvoir bénéficier de financements alternatifs comme Carmen ou comme d'autres, donc très bien. Mais c'était juste pour mettre ça en perspective, parce que tu parles aussi de l'aspect macro économique qui est intéressant. Et effectivement, c'est un point qu'on pourrait aborder ensemble, parce qu'effectivement, on est passé aujourd'hui, donc 2021, c'était, autant vous dire, il y a une slide assez intéressante, tu as une sorte de Google Translate, je ne sais pas si vous l'avez vu cette image, qui explique VC Language 2021 et VC Language 2022. Et donc la différence, elle est assez marquante et c'est marrant, quoi. C'était assez viral, mais grosso modo, ça dit quoi, cette image-là? Ça dit 2021, c'était un écosystème et qui était avec un contexte hyper favorable pour les entrepreneurs. En termes de discussion, en termes d'échanges, pour trouver des fonds, il y avait des capitaux et il y avait surtout un énorme FOMO, une très grosse concurrence entre fonds d'investissement et entre investisseurs pour investir dans les meilleures boîtes et dans les entrepreneurs à fort potentiel. On est passé en 2022, ça y est, bienvenue en 2022. 2022, on est clairement dans un contexte qui a changé et qui est là pour le coup dans une sélectivité beaucoup plus importante. Il y a toujours la concurrence entre fonds, il y a toujours du cash aussi qui est à déployer côté fonds d'investissement et côté investisseurs, sauf que peut-être pour des business angels, c'est un peu plus compliqué parce que comme tu l'as dit, Gabriel, il y a l'inflation, il y a aussi s'ils sont exposés sur les marchés, vous savez que sur les marchés aux États-Unis, vous prenez toutes les boîtes américaines, elles ont pris des belles gifles sur la partie valorisation.
pareil, si tu es exposé en crypto et que tu as eu la bonne idée de mettre quand il était à 40, bah, tu te retrouves à 20 avec un bon 50. Hein. Moi, j'ai fait ça, donc voilà, vous pouvez être témoin. Donc, c'était pas forcément la meilleure idée, mais bref, donc forcément, si tu es exposé là-dessus, derrière, tu es un peu moins chaud en tant que business angel d'investir dans des boîtes. Mais tout ça pour dire que le contexte, effectivement, a changé aujourd'hui en 2022. Mais si on revient à mon premier point, est-ce que c'est un choix vraiment, tu veux bootstrapper et tout? Effectivement, l'idéal, c'est de bootstrapper pour rester le plus longtemps indépendant jusqu'au moment où tu peux trouver des financements, soit comme Carmen sur la partie non dilutive, qui t'aidera à compléter ton besoin de financement. Soit après, tu peux, forcément au début, si tu as un besoin de financement, faire entrer des business angels qui sont des proches, et si tu as la capacité de pouvoir le faire, tu peux le faire. Voilà, c'est là où je voulais un peu balayer ça avec le contexte effectivement dont tu as parlé. Je ne sais pas ce que tu en penses pour toi, Gabriel, tu te dis c'est un choix sur la partie bootstrapping parce que tu vois, il y a Lemlist par exemple qui est une sorte d'exemple, hein, tu vois, sur la partie bootstrapping que vous connaissez peut-être, ceux qui nous écoutent. Et j'en discutais aussi avec une boîte à Station F où on est d'ailleurs avec les bureaux ici de Legals. Et je me disais, mais tiens, la boîte, elle avait la possibilité de lever 300K, mais elle galérait toujours avec un MRR, donc par mois, à avoir entre 5 et 7K, 7 000 euros de MRR. Et ils étaient un peu à bout de souffle. Ça fait 3 ans. Donc, ils ont du revenu, c'est bien. Mais tu vois, ils avaient une possibilité de pouvoir aussi se financer à hauteur de 300K potentiellement avec des BA. Et pour moi, je me disais, mais si tu fais rentrer ces 300K avec ces business angels, ça va te donner une sorte de grosse bouffée d'oxygène parce que derrière, tu pourras recruter aussi sur la partie produit. Et du coup, ça te permettra, toi, avec ton CTO, d'arrêter d'être là sur tous les fronts et d'être un peu à bout de souffle. Euh, et tu es là, ouais, mais moi, j'ai envie de rester bootstrap, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, ça me paraissait, mais moi, si j'avais été dans sa position, et c'est pas le cas, donc, et tant mieux peut-être, mais c'était, mais vraiment, je prends les 300K pour me financer, et ce qui me permet en gros d'avoir cette bouffée d'oxygène. Certes, après, tu négocies la dilution et tout, mais c'était avec des business angels qui étaient quand même pas du genre hyper intrusif dans la gestion de ta boîte. Et typiquement, c'est là où je pense que ça confronte bien de manière concrète la question qui se pose. Est-ce que tu confrontes les deux ou est-ce que tu dis bah, tu bootstrap et après tu peux passer le palier avec des BA qui seraient prêts à investir, ou est-ce que tu passerais peut-être par un Carmen si tu as 7K de MRR, pas forcément assuré? Est-ce que tu permets de pouvoir toi le financer à hauteur de combien? Je sais pas. C'est là Non, où en tout cas moi je me disais moi, je pense que ça en revient au contexte. Et nous, on l'a vu chez beaucoup de nos clients. On a une grande partie de nos clients qui sont bootstrapped. Euh, le marché était tellement en ébullition depuis 2-3 ans que la tentation, en fait, pour un bootstrap de lever des fonds était limite trop facile. Les fonds étaient prêts à leur jeter de l'argent dessus parce qu'ils avaient des modèles qui marchaient très bien, qui étaient pseudo-rentables et avec une capital structure qui était complètement détenue par les fondateurs. Donc, je pense que ça a été très dur pour certains bootstraps un peu connus comme Lemlist. Il y a aussi Lucas qui est un bon exemple de ne pas lever des fonds, surtout quand leur business croît beaucoup et que les concurrents, qu'ils soient français ou étrangers, eux, ont bénéficié de grosses levées de fonds. Donc, historiquement, je pense que le bootstrap reste quand même un levier énorme. Il permet de rester en contrôle, il permet de générer de la croissance qui est saine, qui reste quand même la base de la création d'entreprise. Mais vu les ralentissements du marché et le retournement de situation, clairement, la rentabilité est privilégiée et c'est là où l'approche ah oui, bootstrapping clairement, bien sûr. permet de se développer de manière beaucoup plus pérenne et sereine et en alliant, on va dire, croissance saine et rentabilité projetée pour développer son activité de manière intelligente. Super intéressant. Il reste plus beaucoup de temps, donc moi, ce que je te propose, c'est de passer rapidement un peu au Q&A. Avec Euh, plaisir, ouais. Comme ça, on couvre les questions de tout le monde. Si je les prends par ordre chronologique, on a Shiraz. Bonjour, cette solution est donc destinée à des sociétés qui ont déjà lancé le business. Je pense que ça me concerne parce que c'était au début du chat. Je Donc, pense ça aussi, parle de oui. Carmen. Donc, comme l'a dit Florent, nous, on intervient juste après la création. Il nous faut en fait des revenus pour venir paramétrer le risque de l'entreprise et pour faire tourner nos algorithmes de scoring. Donc, on commence à partir de 10 000 euros de MRR, donc de revenus mensuels, ou alors 200 000 euros de revenus annuels à financer les entreprises. Et après, les financements qu'on accorde, ils sont proportionnels au chiffre d'affaires. Donc forcément, si vous êtes petit, on met des petites lignes. Et le plus vous vous développez, le plus la valeur de ces lignes de financement elle-même aussi augmente. Voilà pour ça. Y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay. Olivia, je crois que ça te concerne. Pourquoi passer par CID Legal, c'est un avocat, pour faire un BSA R en CID?
Ah, c'est une super question et effectivement, ben, en fait, la partie chronophage, complexe et enfin, dont on parlait au départ, justement, avec la plateforme et avec Silegal, ça permet justement de rendre beaucoup plus accessible et de vulgariser, en plus de le faire de manière hyper rapide et digitale. Donc, en fait, l'avantage, de passer via Silegal, c'est que tu bénéficies, en gros, toi, d'une super compréhension de la mécanique du BSR, parce que tu vas obligatoirement comprendre et pouvoir paramétrer tes termes toi-même sur la plateforme avec l'aide de l'équipe. Et donc forcément, tu vas vraiment connaître les tenants, les aboutissants de la mécanique. En plus de savoir ben voilà, comment compléter ça, peut-être si je fais du MRR et si je dépasse les 10 cas de MRR, ben regarde, on a des partenaires qui peuvent t'aider là-dessus, en non dilutif et en complément. Et derrière, tu vas générer ton contrat en ligne en l'espace de 2 minutes parce que bah, tu auras fait les paramètres. Deux, tu peux le partager à ton investisseur pour qu'il le regarde et qu'il le signe en ligne. 3, eh ben, tout est signé en ligne, comme je viens de le dire, et les fonds arrivent sur ton compte de la société. Et aussi, enfin, moi, je l'ai vécu, enfin, vous êtes aussi quand même beaucoup moins cher qu'une prestation d'avocat, qui facture un peu à la tête du client. Enfin, moi, je l'ai vécu dans notre levée de fonds. Plus la levée de fonds est élevée, plus il facture cher et c'est pas hyper transparent, quoi. Exactement. Là, nous, on joue effectivement sur la transparence. C'est 1%, nous, du montant investi sur le BSR, comme pour la levée de fonds. Et effectivement. Cool, on enchaîne. Juliette, combien coûte un financement Carmen? Donc une chose qu'on a voulu aussi apporter dans l'écosystème, c'est de la transparence par rapport au pricing, du financement. Si aujourd'hui vous avez, eu la chance d'avoir un prêt ou un accompagnement BPI, hem, ou même faire une levée de fonds, vous vous rendez compte qu'en fait le coût de ce capital est jamais très clair. La dilution, elle intervient plus tard, elle peut être compliquée parce qu'il y a souvent des clauses qui font que les dilutions changent sur le cours du temps, comme par exemple des liquid pref ou des ratchets et cetera. Dans le cas d'un crédit bancaire ou de la BPI, il y a souvent des frais cachés, comme des assurances, comme des frais de dossier, qui font en fait que le coût absolu du financement reste très opaque. Et après, ils vous appâtent avec des taux très faibles, par exemple, en disant on vous finance à 1-2%, mais quand vous faites les maths derrière, en fait, c'est beaucoup plus cher. Donc avec Carmen, en plus de la rapidité et de la souplesse de la solution, on a voulu aussi apporter de la transparence par rapport au pricing. Et donc nous, on facture uniquement une commission fixe sur les montants indexés, donc un petit peu à l'image du coup de Seedlegals. Et cette commission, elle varie selon 3 facteurs. Donc le risque sous-jacent de l'entreprise qui est calculé par nos modèles de scoring, le montant du financement et la durée du financement. Donc assez logique. Et pour vous donner un ordre de grandeur un peu plus concret, on est généralement entre des commissions qui sont entre 3 et 8% des montants avancés, selon le risque, la maturité et la durée. Voilà là-dessus. Olivia S, quelles sont les maturités pour le financement de Carmen? Donc les maturités, elles sont proportionnelles au risque et au coût du financement. Et aujourd'hui, on a des lignes de financement qui sont entre 3 et 12 mois. Ça dépend vraiment de l'use case et du besoin de l'entreprise. On a des clients qui viennent nous voir parce qu'ils veulent financer des projets sur le moyen terme. Et dans ce cas-là, on les finance sur 12 mois. Par exemple, l'ouverture d'un nouveau pays, par exemple, le recrutement d'une équipe produit ou commerciale qui va devoir ramp up et dont le ROI, en fait, est plutôt sur le moyen terme. Comme on a des financements à plus court terme, par exemple 3 à 6 mois, et là, c'est vraiment le cas, par exemple, de financement de stock, de financement de budget marketing, où là, vous savez que 1 € investi dans la machine à court terme de manière non dilutive va générer un multiple de ça en volume d'affaires supplémentaire, parce que vous avez un retour sur ad spend de 2, 3, 4 fois, parce que vous avez un coût d'acquisition de X, Y, Z. Voilà. Quelles solutions non dilutives sont disponibles pré-revenus? Peut-on être accompagné? Alors tu me diras si tu es d'accord avec moi, Florent, mais moi, à ma connaissance, les seules solutions non dilutives disponibles en pré-revenu, c'est la BPI et les subventions. Donc c'est plutôt de Ouais. l'argent public, de l'argent gouvernemental, de l'argent qui vient financer l'innovation. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. La France est un pays extrêmement généreux qui vient financer l'innovation très très tôt. Nous-mêmes, Carmen, qui présentait un projet technologique à l'époque de notre lancement, on avait bénéficié de beaucoup d'aides, par exemple de la BPI, avec la bourse French Tech, avec d'autres subventions technologiques qui nous ont permis de financer la recherche de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses. Moi, c'est pas forcément ma spécialité et c'est légal. Je ne sais pas si vous proposez un accompagnement là-dessus, peut-être. Alors, en Angleterre, oui, on a tout ce qui est R&D tax credit et on permet de faire des R&D tax credit claims. En France, on l'a pas, mais on travaille avec des partenaires
qui font partie de notre réseau de partenaires comme Carmen, hein. Donc, par exemple, il y a 3i Financement, il y a Finreca. Et effectivement, comme tu l'as dit, Gabriel, c'est typiquement là des solutions qui sont celles de subventions et des subventions qui demandent est-ce qu'il y a des capitaux propres qui sont à hauteur de temps, par exemple pour la bourse French Tech, qui est généralement de 30 000 euros, il faut qu'il y ait des capitaux à hauteur de 15 000. Donc c'est soit vous, en tant que fondateur, qui mettez ces 15 000 premiers euros, soit peut-être un investisseur, et on parlait, même le BSR fonctionne pour l'effet de levier dont on a parlé aussi tout à l'heure. Et donc, effectivement, il y a pléthore d'aides publiques, ou même il peut y avoir des aides privées là-dessus, et c'est ce qui peut être effectivement une solution non dilutive, pré-revenu, parce que là, vous allez voir une banque, ça c'est clair que non, ils ne vous financeront pas, c'est trop risqué. Généralement, ils te demandent 3 bilans, 3 exercices. Ce que demande, je ne pense pas forcément Carmen là-dessus, ce qui est l'avantage. Et donc, typiquement, subvention, aide, des bourses, c'est ce que vous pouvez avoir à ce niveau-là. On vous invite à vous rapprocher de nos partenaires. On a quelques partenaires aussi. On a les mêmes avec Cédlegals qui sont très calés sur le sujet, à l'image de 3i Financement que tu as cité ou d'autres cabinets de conseil. Question pour toi, Florent. Un exemple de startup que vous avez accompagné? Il y en a plein, il y a plein d'exemples, parce qu'on a accompagné plus de 300 pour la France, et on a, comme je disais en intro, on en a 35 000 sur la plateforme. Mais pour vous donner un exemple assez intéressant, c'est une boîte qui a fait des BSR avec nous pour un montant justement qui avait été en termes de besoin de financement. Là, je vais vous donner un exemple très concret qui est en cours. C'est une société qui a fait des BSR pour environ 100 à 150 000 euros pour initier, commencer à développer le projet. Ils ont, en termes de revenus, commencé à faire, je sais pas, ils atteignent peut-être les 200 000 euros. D'ailleurs, ce serait une boîte peut-être qui vous pourrait changer chez Carmen. Je ferai l'intro à l'occasion. Mais et là, après avoir, on les a accompagnés, nous, depuis 2020, ils faisaient des BSR, et là, ils vont lever 600K en equity, discuter avec des BA. Et c'est à ce moment-là où on va les accompagner probablement sur cette levée de fonds, en ayant passé le stade du BSR qui les a aidés à amorcer leur projet, à définir justement leur modèle, et à commencer à vendre et à générer des revenus. Et après, se pose souvent la question de la suite du financement. Donc, eux ont décidé de passer par un financement en equity, mais leur besoin de financement est d'1 million d'euros. Ils l'ont divisé 600K en equity et 400K en non dilutif. Donc, ça, c'est en tout cas ce qu'ils ont en tête aujourd'hui. Et nous, on va les accompagner sur la partie equity avec la levée de fonds qui suivra, et où il y aura la conversion donc, des BSR précédents, et on fait la levée de fonds des 600K, et il faut définir les termes, et on génère la term sheet, le pack d'associés, tout le reste sur la plateforme. Voilà comment ça se passe généralement, en tout cas dans cet exemple. Un full package, comme on dirait. Ouais. Plus que quelques questions, on n'a plus beaucoup de temps, donc écrivez-les tout de suite si vous en avez. Julia J, Carmen est-elle compatible avec une levée de fonds? Alors oui, à 100%. Donc c'est ce qu'on disait pendant le webinaire, même si on a transversé différents sujets, c'est complètement compatible. On vient nous compléter des levées de fonds avant, pendant et après ces levées de fonds, afin de créer le maximum d'effets de levier par rapport aux capitaux propres que vous avez mobilisés. Généralement, on peut financer un pourcentage de cette levée de fonds qui va vous permettre, vous, en fait, d'avoir plus de capital, plus de ressources pour le même niveau de dilution que vous avez assumé lors de votre levée de fonds, et du coup, de faire plus avec moins, très simplement. Mehdi, pourquoi ne financez-vous pas au-delà de 12 mois? Pour l'instant, c'est stratégique de notre côté, donc on prête de l'argent. C'est Carmen qui prête son propre argent à ses clients, donc des montants qui deviennent très vite assez conséquents. Et donc aujourd'hui, on doit nous diversifier, on doit prendre notre temps, et donc on va augmenter ces montants au fur et à mesure de l'aventure à partir de 2023. Mais pour l'instant, on a dû commencer sur 12 mois. Voilà. D'autres questions de dernière minute? Sinon, il est 11h45, pétante. Je pense que j'ai jamais fini un webinaire on time. C'est une première. Je sais pas pour toi. Non, il y a un beau 10 minutes, mais après, c'est peut-être ma faute, hein. C'est peut-être notre faute, Gabriel, tu vois, on parle trop. On parle trop, Écoute. on est bavard. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On va vous mettre peut-être nos emails et nos contacts dans le chat.
Hem et heu et voilà, contactez-nous pour vos besoins dilutifs, vos besoins non dilutifs, vos besoins autres que ce qui est dilutif et non dilutif. On sera ravis de vous aider et encore une fois, on a des énormes réseaux de partenaires, communs avec Florent, Celllegals et nous, Carmen, pour vous aider à structurer votre activité au-delà juste du financement, mais sur d'autres sujets aussi. Ouais, merci beaucoup. Merci, Gabriel, encore pour l'invitation et effectivement, n'hésitez pas à nous contacter. On a un blog, nous, c'est Legals, avec pas mal de ressources. Je pense que c'est ton cas côté Carmen, donc avec plaisir pour échanger à l'occasion et merci encore. À très vite. Bonne Bonne journée. journée, salut.